Un patient arrive, une fois sur deux, voire même 2 fois sur 3, il lui manque des documents. Et les professionnels de santé qui perdent un temps mais considérable pour récupérer ces informations, pour prendre en charge correctement et dignement le patient. Tout le monde est confronté au même problème de les informations sont partout et nulle part à la fois. Les données de santé, c'est les données qu'on a de plus précieux. C'est des histoires de vie, c'est des parcours de vie, ça raconte tout ce qu'on a vécu, ça raconte nos fragilités, etc. Et donc il faut en prendre soin et il faut les gérer correctement. J'ai vu des erreurs médicales à cause d'un manque de centralisation aussi. Et c'est vrai que quelques jours avant qu'elle décède, il cherchait depuis 4 semaines une molécule pour sa maladie. Et 4 ans auparavant, elle était venue déjà au même hôpital, dans le même service, la chambre juste à côté, pour les mêmes raisons. Et 2 jours avant son décès, le médecin me dit « on va essayer telle molécule ». Et quand il me dit le nom de la molécule, je me souviens, et parce que moi, j'avais pas du tout de chèque, je fais confiance au médecin, si tu veux. Et quand ils me disent le nom de la molécule, je me dis, mais ce médicament, elle l'a eu il y a 4 ans, elle était venue au même endroit, au même service, même raison, et c'est ce qui lui a permis de s'en sortir. Et là, j'ai vu dans ses yeux, il y a eu un stop, ses pupilles se sont un peu écartées, enfin, j'ai vu. La discussion s'est arrêtée là, si tu veux, dans un silence, on s'est compris, quoi. Dans le temps où, justement, tu en parlais au tout début, à l'époque où le médecin avait tout dans un dossier sous le bras, le traitement administratif, donc tout ce qui était documents, etc., ça leur représentait à peu près 16 ou 17% de leur temps, travail administratif. Et depuis qu'on a l'informatique et tous nos systèmes, etc., c'est 24. Où est votre dossier médical ? Si je vous pose cette question maintenant, êtes-vous capable de répondre avec certitude ? Pendant des décennies, c'était simple. Notre dossier médical tenait dans une chemise cartonnée, notre médecin de famille le conservait et nous savions où il était. Aujourd'hui, nos données de santé sont numériques. Elles sont réparties entre les hôpitaux, les cliniques, les laboratoires d'analyse, les cabinets médicaux et les applications de santé. Mais savons-nous réellement où elles sont stockées ? Et surtout, les professionnels de santé ont-ils toujours accès au bon moment à l'ensemble des informations utiles pour nous renseigner ou pour nous soigner ? Lors d'une hospitalisation, plusieurs médecins peuvent se succéder, urgentistes, anesthésistes, chirurgiens, médecins du service, remplaçants, médecins traitants. Chacun prend des décisions importantes, mais lorsque les informations sont dispersées dans plusieurs systèmes ou qu'une partie de l'historique n'est pas immédiatement disponible, le risque d'erreur augmente considérablement. Antécédents oubliés, allergies non connues, examens introuvables, traitements non signalés. Selon la Cour des comptes et le média Le Nouvel Obs, 30 000 morts sont dues chaque année aux erreurs médicales, dont environ 200 000 événements indésirables graves en France. À cela s'ajoute un autre défi, la sécurité. Ces dernières années, les cyberattaques contre les établissements de santé se sont multipliées. Nos données médicales sont parmi les informations les plus sensibles qui existent, elles doivent pouvoir être mieux protégées. C'est précisément la vision que tu portes par HealthGuard, redonner au patient le contrôle de son dossier médical tout en permettant aux professionnels de santé d'accéder facilement et rapidement à une information fiable, complète et sécurisée. Parce que la mission de MyTwin est de rendre accessible à tous les plus belles innovations en santé, nous avons souhaité mettre en lumière aujourd'hui cette vision d'une médecine où le patient redevient pleinement acteur de ses données. Bonjour Sébastien, tu es pharmacien hospitalier et fondateur de HealthGuard. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Très bien, merci déjà Ruben. Alors moi je suis Sébastien, je suis donc pharmacien hospitalier depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai évolué dans diverses phases de ma carrière, dans différents endroits au niveau de la santé. J'ai fait de l'enseignement, j'ai fait de la recherche. J'ai fait aussi beaucoup de cliniques pendant 10 ans. J'ai été pharmacien clinicien dans un centre anticancéreux, donc à accompagner les patients tous les jours. Et puis maintenant, je suis plus dans un volet qualité et gestion des risques dans un autre établissement juste à côté, au CHU. Et donc voilà, en fait, le parcours de santé, je le connais plutôt bien. J'ai arpenté l'hôpital sous pas mal de ses facettes, que ce soit plutôt côté clinique, côté soins de support, clairement, soins de support avec les patients, notamment dans le centre anticancéreux, et puis aussi tout ce qui est service support, donc pharmacie, gestion des risques, etc., qui ne sont pas les services mis forcément en avant directement auprès du patient, mais qui sont tout en support derrière pour les praticiens.
Donc, et également aussi le côté administratif aussi. Donc voilà, j'ai plutôt une belle vision, on va dire, du monde de la santé en France, en tout cas. Une belle vision et une belle expérience déjà, ce que je vois. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qu'est HealthGuard, ce nouveau projet? Alors, HealthGuard, c'est un projet qui me tient à cœur depuis quelques temps. Voilà, ça fait à peu près maintenant 3 ans, disons, que je l'ai imaginé. Mais en fait, sans même me rendre compte, ça faisait déjà quelques années que je l'avais en tête. Parce que le projet, c'est surtout de rendre la pleine propriété aux patients, c'est-à-dire au créateur des données médicales finalement, de rendre sa pleine propriété en fait de ces données médicales, de ces documents. C'est celui qui est au courant de tout ce qui lui arrive, puisque c'est lui qui est au cœur de tout, mais c'est celui qui en possède le moins au final. Et mon objectif, c'était surtout de rendre cette pleine propriété aux données, aux patients, de ces données de santé finalement. C'est l'objectif premier, c'est de remettre le patient au cœur du système de santé, de le rendre vraiment acteur et de lui en donner les moyens. Et puis de permettre, par la même occasion, de faciliter aussi sa prise en charge vis-à-vis des professionnels de santé. Ok, donc du coup, quand tu t'es lancé, il y avait un constat, j'imagine, par rapport à ton expérience, même toi dans les hôpitaux. Quel a été ce constat et qui t'a amené à créer cette solution? Alors, le constat, en fait, il y en a eu plein des constats. En fait, il y a eu plein de cas de figure où je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Surtout, ça a commencé en 2021, puis 2022, 2023, puis 2026, on est toujours pareil au même niveau. C'est que on se retrouve dans un monde où un patient arrive, une fois sur deux, voire même 2 fois sur 3, il lui manque des documents. Ça peut être tout bête, ça peut être une ordonnance, ça peut être des résultats biologiques, etc., des résultats d'imagerie, des comptes rendus dans un autre établissement, etc. Et au final, à chaque fois, systématiquement, c'est le patient en pâtit parce qu'il n'a pas la réponse à son besoin quand il arrive, et les professionnels de santé qui perdent un temps mais considérable pour récupérer ces informations, pour prendre en charge correctement et dignement le patient. Et en fait, c'est quasiment tous les jours et quasiment tous les professionnels de santé qui sont confrontés à ça. Que ce soit l'infirmier, que ce soit l'infirmier libéral, que ce soit le médecin qui travaille dans une clinique, un hôpital, en cabinet. En fait, tout le monde est confronté au même problème de les informations sont partout et nulle part à la fois. Et ce qui fait qu'on n'arrive jamais à avoir l'information dont on a besoin en temps et en heure. C'est toujours très très compliqué. Dans un monde extrêmement numérisé et où l'information est reine, on se retrouve avec l'information la plus importante, celle de données de santé, notre parcours de vie. Nous-mêmes, en fait, on ne l'a même pas. Donc, le constat était là, c'est qu'on ne peut pas prendre en charge correctement un patient si on n'a pas toutes les informations qu'il nous faut au bon moment. Et c'est là où je me suis dit, il faut qu'on arrête ça et qu'on arrête de décaler des patients. Donc c'est finalement un constat qui amène à une des causes de ce nombre incroyable d'erreurs médicales qui sont quotidiennes finalement dans les établissements de santé aujourd'hui. J'imagine c'est ce manque de centralisation du dossier médical du patient, donc centralisation, c'est-à-dire avoir toutes les informations de son dossier médical réunies au même endroit et facilement accessibles par tout le monde. Aujourd'hui, qu'est-ce qui existe déjà? Parce qu'il y a mon espace santé, Oui, le dossier médical partagé aussi. Exactement. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces deux choses qui existent déjà? Est-ce que le patient peut y avoir accès? Est-ce que les médecins peuvent y avoir accès? Si oui, comment ils y ont accès? Est-ce que c'est compliqué d'y avoir accès? Parce que moi, par exemple, à titre personnel, le dossier médical partagé, je l'ai découvert par hasard il y a 2 ans sur un mur d'hôpital. Je me suis dit, tiens, j'ai mon dossier médical, finalement, il est là parce que quand je suis arrivé aux urgences, on m'a dit est-ce que vous avez des antécédents, des choses? Je réponds avec ma propre mémoire, mais forcément, j'oublie la moitié des infos. Et c'est vrai que je me suis posé la question. Je me suis dit finalement, mon dossier médical, il est où? Exactement. Alors, c'est vrai qu'il existe plusieurs solutions qui sont institutionnelles. L'historique le plus ancien, c'est le dossier médical partagé, le dossier patient initialement, etc. Donc, il y a eu plusieurs itérations qui ont été promues en tout cas par les autorités de santé. La constante de ces systèmes-là, c'est le fait que c'est finalement les professionnels de santé qui le nourrissent. C'est la première étape, c'est la nourriture de ces dossiers-là par les professionnels de santé, donc par les établissements, etc. Les établissements de santé produisent énormément de données et en fait, elles sont poussées ou non, plus ou moins facilement du coup dans ces systèmes-là. Ensuite, il y a l'accès. Ça, c'est une autre chose. L'accès pour les patients n'est pas toujours forcément très intuitif. Mon espace santé, il y a eu une grosse amélioration, faut tout à fait honnête. Mon espace santé, c'est l'application pour les patients. Tout à fait, c'est l'application pour les patients. Ils peuvent accéder assez facilement à leurs documents.
avec aussi la possibilité d'implémenter aussi des documents à l'intérieur, donc une sorte de cloud institutionnel de documents de santé. C'est un site internet, on va sur Tout à monespacesanté.gouv, il me semble, Ouais, tout à fait. et on peut déclencher et créer son Oui. dossier. Par contre, si on n'y va pas et qu'on ne le déclenche pas par nous-mêmes, il n'est pas là. Non. Ok. Tout à fait. Alors en fait, si. Obligatoirement, en fait, automatiquement, le dossier a été créé, quelles que soient les personnes. En fait, voilà, a été créé automatiquement par les institutions. Cependant, c'est l'adhésion de la population à mon espace santé n'est pas forcément des plus importantes. En fait, c'est surtout quand on commence à avoir un passé médical, enfin, qu'on commence à avoir certaines choses, que là, on va accéder à mon espace santé et à commencer à s'y intéresser. Avant, on n'y va pas finalement. Donc, quand on n'a pas de choses particulières, on n'a pas un suivi régulier, c'est très rare qu'on y aille. Et puis, ce qui est aussi dommage, c'est qu'on peut on peut difficilement, entre guillemets, récupérer tout son historique médical dessus. Parce que y a des choses qui manquent, il y a des choses qui ne sont pas dedans. Les cabinets libéraux mettent assez facilement les choses dessus parce qu'il y a une incitation de la part des institutions à implémenter mon espace santé. Et puis, il y a aussi une grosse partie des informations qui ne montent pas, qui viennent des hôpitaux, parce qu'il y a un gros problème d'interfaçage et de remontée d'informations. On a plein de logiciels différents en France. Ce qui est une très bonne chose. Hein. Différents maçons ne travaillent pas avec les mêmes outils, avec les mêmes matériaux, etc. Et c'est important qu'aussi que dans le monde de la santé, on n'ait pas forcément toujours les mêmes outils. Mais ça implique une difficulté de remonter l'information dans ces systèmes-là. Et l'administration française est toujours ce qu'elle est. Elle est très compliquée. C'est une grosse machinerie qui fait que parfois c'est très compliqué d'avoir justement quelque chose de standardisé et de remonter facilement les informations dans mon espace santé Et puis ou des dossiers patients. Tous les professionnels de santé ne jouent pas forcément le jeu s'ils ne sont pas forcément connectés automatiquement au moment où ils remplissent sur leur ordinateur leur ordonnance ou les choses. Et tous ne connaissent pas forcément le fonctionnement non plus du lien, parce que quand j'ai découvert dans l'hôpital mon espace santé.gouv, forcément j'y suis allé, voir, je me suis dit c'est intéressant, j'ai quand même un dossier médical quelque part finalement. Sauf que le lendemain je vais à la pharmacie, je me dis tiens, je vais poser la question à la pharmacienne, est-ce que ce qu'elle est en train de me donner comme médicament va aller dans mon espace santé? Elle m'a regardé, elle m'a dit je sais pas. Elle a dit attendez, je vais regarder, je vais voir. Non, il n'y a pas de bouton particulier. Voilà, je me suis dit ok, en fait, et là avant de connaître et vraiment de m'intéresser au sujet de mon espace santé, je me suis dit, en fait, elle y connaît rien. Donc, j'imagine qu'elle n'est pas toute seule. Non, alors elle n'est pas toute seule. Et en fait, c'est là où c'est paradoxal, c'est que, comme pour le médecin, comme pour le patient, le patient lui demande d'être acteur de sa santé. Depuis des années, on dit, il faut que les patients soient acteurs de leur santé. Mais on ne leur donne pas les moyens. Et les professionnels, on leur demande, allez, il faut nourrir mon espace santé, il faut nourrir le DMP, etc. Sauf que les moyens qui sont donnés sont ridicules. Déjà, un manque de formation, c'est très compliqué d'y accéder. C'est pas que c'est très compliqué, mais ça nécessite aussi d'avoir des lecteurs de cartes, etc. L'accès pour accéder à tout ça est pas des plus intuitifs. Et la grosse majorité des professionnels de santé qui on peut en parler vont dire c'est une usine à gaz, c'est insupportable en fait. Donc on perd plus de temps à aller dessus et à essayer de l'alimenter que finalement à faire autrement, quoi. Et la plupart du temps, les gens, même dans les cabinets que ce soit les officines, les pharmacies ou les cabinets libéraux, fonctionnent avec des mails. Plus rapides, plus efficaces, ils ont l'information tout de suite plutôt que par mon espace santé ou autre. Ouais. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de médecins qui m'ont dit la même chose. Ils m'ont dit non, en fait, j'y vais pas forcément parce que sauf cas grave ou cas de grosse errance médicale où je me dis là il faut que je le fasse, mais sinon c'est trop. Souvent c'était ça, le mot c'est trop complexe. Tout à fait. Et quand tu as un temps de consultation qui est déjà ultra limité dans ta journée, en fait tu prends pas le temps de ça. Ce qui est une faute professionnelle en soi aussi, puisque le médecin, j'imagine, a l'obligation logiquement de le faire. Maintenant il faut trouver les moyens pour pouvoir lui amener plus facilement l'information aussi. Donc très intéressant. Et du coup, tu as parlé d'un deuxième, donc on a parlé de mon espace santé. Là, tu viens de dire le mot DMP. Qu'est-ce que c'est le DMP? C'est pour qui? Alors, le dossier médical partagé, c'est plutôt pour le côté professionnel de santé, pour en fait, entre eux, accéder à des informations, donc un peu comme mon espace santé, mais côté professionnel et accéder du coup aux informations de leur côté. C'est aussi compliqué, voire même plus que mon espace santé, parce que ça nécessite des accès avec des cartes CPS, etc., des lecteurs de cartes qui ne sont pas installés partout dans les établissements.
Donc on a parfois dans des bureaux ou des ordinateurs, il y a un lecteur de cartes et d'autres, il n'y a pas. Et souvent, c'est dans des endroits où finalement, c'est pas là où on a le plus besoin. En salle de consulte, des fois, il n'y a pas les lecteurs de cartes, donc du coup, ils ne peuvent pas accéder à mon espace au DMP. Et donc du coup, ça rajoute une complexité encore supplémentaire. Sous couvert de sécurité, en fait, qui d'ailleurs est totalement parcellaire comme sécurité, en fait, on complexifie les choses et au final, en fait, plein de choses ne sont pas rentrées dedans. Ouais. Donc, c'est le même problème. Et c'est l'Arlésienne parce que ça fait des années et des années qu'on en parle. Moi, quand j'étais étudiant, on nous parlait déjà du dossier patient. C'est il y a 20 ans. Quoi. Donc, En fait, c'est central. Et ça n'a toujours pas bougé. C'est le point de départ de tout. Exactement. Tant qu'on n'aura pas un dossier quel qu'il soit, dans lequel on aura un maximum d'informations qui est important, qui reviennent dedans de manière un peu centralisée pour un patient, on n'arrivera pas à partager les informations correctement. Et on n'y arrive pas. Donc déjà, réussir à avoir ce dossier complet, Oui. déjà l'avoir, parce qu'au final, ce que je comprends, c'est que notre dossier, même si on va sur mon espace santé, il n'est pas forcément complet. Il y a des informations auxquelles moi, en tant que patient, je n'ai pas accès, c'est les informations qui sont sur le DMP, le dossier médical partagé, parce que là, c'est entre professionnels. Sauf que moi, tu vois, je me mets en tant que patient. Il y a des informations, parce que j'ai regardé quand même un petit peu à quoi ça ressemblait un DMP et quel type d'informations on avait dessus. Je trouve qu'il y a des informations qui sont très intéressantes et que j'aimerais avoir en tant que patient, j'aimerais comprendre, avec bien sûr des mots peut-être un petit peu plus simples, un langage plus familier, plus pédagogique, pour pas non plus aussi me faire peur sur des choses que je ne comprends pas. Donc il y a aussi ce manque d'explication et de vulgarisation de mon dossier médical. Peut-être un manque de synthèse aussi de mon dossier médical. Il y a déjà des acteurs qui sont là-dessus pour faire cette synthèse automatique pour les médecins. Cette synthèse automatique, en général, elle est plutôt sur le DMP, justement, puisque la synthèse mon espace santé serait peut-être plus dangereuse, parce que sur mon espace santé, je peux moi-même, en tant que patient, ajouter des informations. Donc si je rajoute n'importe quoi, la synthèse, il y aura des choses qui seront potentiellement fausses dedans. Donc en fait, ça fait plein de choses à régler au sein de cette chaîne d'informations pour arriver au dossier médical patient parfait, entre guillemets. Et c'est à partir de ce moment-là, finalement, que HealthGuard essaye de résoudre un petit peu l'ensemble de ces problématiques, notamment donc, la captation des données, la sécurisation des données, parce que c'est des données sensibles, et puis la propriété des données pour que le patient puisse savoir qui les utilise, qui les partage, et que le patient puisse enlever son consentement s'il n'est pas d'accord que tel laboratoire pharmaceutique utilise ces données pour créer quelque chose, même si c'est très important aussi d'avoir des données pour pouvoir faire continuer la recherche. Donc comment toi tu t'es positionné sur ce projet-là, donc comment ça fonctionne HealthGuard finalement? Alors, comment je me suis positionné? Comme j'ai dit, moi, le cœur la brique centrale, c'est le patient. Pour moi, ça a toujours été le patient et c'est l'outil, le partenaire incontournable, en fait, quand on traite des problèmes de santé, c'est le patient avant tout. Donc, il faut que ça vienne de lui. C'est le seul qui peut, justement, d'un établissement A à un établissement B, c'est le seul qui est finalement, c'est la seule constante dans un parcours de soins, c'est le patient. C'est le patient lui-même, c'est la seule constante qui... Donc il faut un minimum de responsabilité du patient pour que ça fonctionne bien. Tout à fait. Et il faut lui donner les outils pour. Et il faut lui donner des outils qui sont simples, faciles, et qui puissent transporter partout. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux? La plupart du temps, maintenant, tout le monde a un téléphone, donc tout le monde a accès à une connexion Internet, etc. Donc c'est là où c'est le plus facile. C'est d'avoir accès à Internet et d'avoir quelque chose. Et donc, HealthGuard, c'est ça. C'est d'avoir une sorte de cloud hyper sécurisé sur lequel on peut stocker ses documents de santé. Et le gros avantage de ça, c'est que c'est accessible partout, par n'importe qui. Dès l'instant qu'on sait un petit peu utiliser Internet, c'est du coup à la portée quand même d'une grande majorité des personnes maintenant. Et puis, on peut partager très facilement ça aux professionnels de santé qui, après, peuvent l'intégrer dans mon espace santé, peuvent l'intégrer dans le DMP, etc. Parce que c'est facile et c'est assez, on peut facilement l'interfacer avec d'autres systèmes parce que plutôt que de rentrer dans des formats très compliqués, c'est des formats informatiques simples, du JSON, une clé API, etc. Donc c'est très facile d'envoyer des informations ou des documents type PDF dans un autre système et donc de renforcer aussi en fait des systèmes comme le DMP ou mon espace santé, d'avoir accès à d'autres informations que les patients ne mettraient pas volontairement dedans. Parce que une des choses, quand j'ai commencé
à prospecter entre guillemets sur l'idée, voilà, parce que moi, ce que j'avais ma propre idée à moi en tant que professionnel de santé, c'était important d'avoir aussi un côté patient, d'avoir leur retour. Et j'ai été extrêmement surpris de voir qu'il y avait quand même une grande partie de la population, des personnes que j'avais sondées, qui ne voulaient pas accéder à mon espace santé pour la bonne et simple raison que c'était institutionnel. Et de passer sur quelque chose qui n'est pas sous la coupe institutionnelle les sécurisait et leur donnait plus de confiance. Donc il y a un problème de confiance finalement dans la gestion des données de santé. Et S-Guard, c'est ça, c'est rendre la confiance dans la gestion de ces données de santé. Et le meilleur moyen de rendre confiance aux gens, c'est de leur dire vous en êtes pleinement responsable et elles vous appartiennent complètement. Sans accès de backdoor, enfin de portes dérobées pour accéder aux données et sans pouvoir les regarder comme ça sans autorisation. C'est une solution qui peut convenir à tous. Oui. Et puis finalement, on se rend compte dans la santé que chacun, là tu l'as dit, chacun a sa propre vision des choses et ses propres peurs. Il y en a, ils ne veulent pas aller sur mon espace santé parce que c'est gouvernemental et ils ont peur de ça. D'autres qui voudront justement aller que sur mon espace santé parce que c'est gouvernemental et ça les rassurera. Donc effectivement, il faut des solutions pour tout le monde en fait. Ça a été quoi tu m'as dit que tu avais fait ce projet-là un peu avec ta compagne également ou ta femme. Ça a été quoi le déclic? Comment vous vous êtes dit, allez, on se lance? Il y a eu un déclic Alors oui, il y a eu un déclic en fait. On est tous les deux pharmaciens. Donc pharmacien, c'est surtout voilà, le médicament. Et qui dit médicament dit ordonnance. Et en fait, le point de départ, et on n'est pas en Corse malheureusement parce qu'on ne peut pas tout faire, le point de départ, c'était de se dire, c'est pas compliqué, s'il y a bien quelque chose qu'on échange régulièrement, c'est les ordonnances. Et il faut les dématérialiser, il faut les sécuriser parce que une ordonnance, ça a un nombre de renouvellements, il y a des médicaments dessus, il faut qu'on ne puisse pas, dans certains cas, justement, présenter une ordonnance 10 fois alors qu'elle ne peut être présentée que 2 fois. Je pense aux médicaments stupéfiants, à certains médicaments qui peuvent être dangereux, etc. Et en fait, il fallait trouver une solution. Et de passer à la technologie sur laquelle repose S-Guard permettait du coup d'avoir, en fait, de transformer n'importe quel document numérique en actif unique, infalsifiable. Et donc, en fait, c'est là-dessus où je me suis dit, là, il y a une technologie, il y a un cas d'usage extrêmement pertinent qu'on maîtrise parce qu'on est pharmacien. Et c'est là-dessus qu'on est parti de se dire, on va transformer, voilà, avoir un actif numérique unique, infalsifiable, qu'on puisse transférer d'une personne à l'autre. En tout cas, c'est pas tellement le transférer, mais transférer l'accès. C'est tout ça qui est extrêmement important, c'est l'accès aux documents. C'est le grand paradigme qui change là avec S-Guard, c'est qu'on ne partage plus un document, on partage un accès à un document. Et ça change toutes les choses. Quand vous envoyez une ordonnance à votre pharmacie ou à votre médecin ou à n'importe qui, vous ne savez plus en fait ce qui se passe derrière. En fait, elle peut transiter entre plein de mains différentes, être regardée par plein de personnes différentes, et vous ne savez pas. Alors que là, de partager un accès avec la solution S-Guard, c'est qu'on sait exactement qui y accède, quand, et on peut révoquer les accès quand on veut. Et c'était en fait le point de départ, c'était vraiment le côté de l'ordonnance. Et ça reposait sur des identités décentralisées, une identité numérique qui soit robuste. Et c'est en fait, tout s'est construit au fur et à mesure comme ça, en partant sur une identité. Puis on s'est dit, une ordonnance, ok, mais du coup, finalement, les comptes rendus, les analyses biologiques, peut-être qu'elles peuvent être dedans. Les cas d'usage, je les ai vus dans ma pratique quotidienne. Patient qui arrivait, qui n'avait pas l'analyse de sang, qu'on était obligé de refaire, donc perte de temps, perte de financement pour la collectivité, etc. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, S-Guard s'est construit et ça a mis un peu de temps et ça continue d'évoluer encore. Ouais, parce que c'est un projet qui est en cours. Nous, on échange pas mal aussi dessus parce qu'on souhaite pouvoir intégrer ta brique technologique pour les dossiers des patients qui sont créés sur MyTwin. Parce que nous, notre objectif, c'est qu'effectivement, sur cette application MyTwin, tu aies ton dossier médical. Après, tu peux avoir accès à des applications de prévention, de simulation avec de l'IA et autres. Et puis aussi accès facilement à des professionnels de santé pour discuter avec eux, puisque c'est important, à la fin, il faut voir de l'humain, il faut voir des médecins. Et effectivement, le point de départ, c'est aussi ton dossier médical et comment nous, notre application MyTwin aussi, quand le patient il arrive avec son smartphone, il y a son application, que ce soit MyTwin ou une autre application favorite qu'il pourrait avoir en santé et puis qu'il ait envie de pouvoir tout simplement donner un lien ou envoyer un lien automatiquement à son médecin et dire non, mais là, vous inquiétez pas, là, tout mon dossier est là. Moi, je suis un patient assez proactif, donc je vais lui dire directement au médecin est-ce que vous avez bien checké mon dossier? Je veux m'en assurer. Même si des fois, même moi, ça me fait peur de lui poser des questions parce que je me dis je vais me faire rembarrer. Mais c'est une peur qui est réelle, quoi, du médecin. Et du coup, donc vous, c'est vraiment ça. Donc cette application sur votre téléphone qui peut être S-Guard ou qui
ou peut-être que HealthGuard va plutôt s'intégrer dans des applications comme chez nous. Tout à fait. Et du coup, en fait, on va utiliser HealthGuard sans forcément le savoir. Donc, j'ai tout mon dossier au même endroit. Je peux le partager en un clic à n'importe quel médecin, si j'arrive à l'hôpital, si j'arrive aux urgences et autres. Donc, ça, c'est déjà génial. Et puis après, il y a cette partie du coup que tu as abordée, la partie sécurité. Tout à fait. Là, au début, tu y as pensé pour tes ordonnances en tant que pharmacien. Mais finalement, il y a des problèmes de sécurité assez inhérents dans le monde de la santé. C'est vrai que nous, en tant que patients, on voit les hôpitaux qui se font hacker, des millions de données de santé qui sont perdues du jour au lendemain. C'est quoi un peu le constat sur ces hacks dans les hôpitaux? Et du coup, toi, comment tu vas sur une sorte de version la plus sécurisée possible qui existe à l'heure actuelle? Alors oui, c'est vrai que c'est un constat qu'on a depuis quelques temps. Avant, c'était ponctuel, les attaques, entre guillemets, qu'on pouvait avoir sur des établissements de santé d'un point de vue informatique. Maintenant, c'est quasiment pas, c'est pas quotidien, mais toutes les semaines, quasiment, il y a un établissement ou un cabinet ou un organisme qui gère les données de santé qui se fait pirater. C'est plusieurs millions de données, de plusieurs millions de documents de santé qui ont déjà été piratés actuellement. Donc c'est pas anecdotique du tout. Et ça va aller de pire en pire. Et le gros point commun à tout ça, c'est la centralisation. C'est centraliser, on en parle, c'est bien de centraliser des documents, entre guillemets, en termes d'accès. Ça, c'est important de centraliser pour avoir un accès à un endroit. Mais le gros problème, c'est la centralisation de leur stockage. Et ça, c'est un gros problème qu'on a actuellement. Et ça, quasiment dans tous les établissements de santé, et même d'un point de vue institutionnel, et même en Europe, c'est qu'on centralise tout sur 1, 2, 3 serveurs, peut-être des fois. Mais même si on le met sur quelques serveurs, ça reste quand même très centralisé. Et la technologie sur laquelle repose HealthGuard, c'est la décentralisation principalement. Donc justement, ce qui fait qu'un document, en fait, quand on va le stocker sur HealthGuard, c'est stocké sur un disque dur à un endroit en France ou en Europe. Il va être stocké sur 10, 15, 20, 100, 1000, peut-être même 10 000 ordinateurs ou stockages différents. Ce qui fait que du coup, il n'y a plus de possibilité de le détruire, le document. Une fois qu'il est là, si on ne le fait pas volontairement, la suppression, impossible de le séquestrer, de faire ce qu'on appelle du ransomware, à savoir ce qui s'est passé dans certains établissements, des hackers qui disent « Ah, on a stocké tout, on a prisonnier tous vos documents, maintenant donnez-nous tant de rançon ». Et la plupart du temps, on ne paye pas, et ce qui fait qu'après, les documents sont écrasés et on perd tout. Et c'est des semaines, des mois, voire parfois même des années pour récupérer les choses, sans compter tout le passé, l'historique médical que certains patients perdent. Donc c'est extrêmement dramatique dans ces cas de figure-là. Et en gros, HealthGuard, là, l'objectif, c'est de décentraliser ça. On centralise l'accès, et l'accès aux documents, mais on décentralise complètement leur stockage. Exactement. Donc ça enlève énormément de risques. Du coup, la surface d'attaque, elle est beaucoup moins importante, parce que pirater plein de serveurs, c'est impossible. Oui, bien sûr. Ouais. C'est pour ceux qui connaissent, parce que tu n'as pas employé les mots pour pas faire peur ni quoi que ce soit, en tout cas de côté technologique, mais c'est ce qu'on appelle la technologie blockchain. Exactement. Qui va permettre effectivement cette décentralisation du stockage pour améliorer la sécurité des documents qui sont stockés. C'est surtout l'accès qui est stocké c'est la traçabilité des accès qui est sur la blockchain. Exactement. La blockchain ne stocke jamais de documents médicaux dessus, parce que une fois que c'est dessus, justement, c'est irrévocable, on peut rien changer. Par contre, le stockage est sur des solutions décentralisées. Le plus connu, c'est ce qu'on appelle IPFS, pour parler un peu plus de technologie. Ceux qui sont un peu plus anciens, comme nous, ont peut-être connu Imul, où on téléchargeait un film qui était dans plein d'endroits différents, et en fait, ça a évolué sur IPFS, qui est Interplanetary File System. Et en gros, les documents sont coupés en petits morceaux et stockés partout au travers de la planète. Okay. Donc ça sécurise énormément le stockage des documents. Très bien. Donc on a deux aspects. On a cet aspect où on a son dossier médical qui est connecté au DMP, à mon espace santé, à tout ce qu'on veut, et qui va pouvoir être vraiment centralisé, facilement partageable à qui on le souhaite. Le côté sécurisation maximum. Et puis après, derrière, vient un autre point qui est un peu une question qu'on se pose parfois en tant que patient, mais on ne reste pas trop longtemps dessus parce que franchement, on n'a aucune réponse à notre niveau. C'est de se dire, tiens, est-ce que mes données de santé, elles sont analysées par d'autres acteurs, des laboratoires pharmaceutiques qui vont créer leurs médicaments avec mes données de santé? Est-ce que je le sais? Est-ce que j'ai moyen de le savoir? J'en sais rien. C'est très nébuleux, ça, comme sujet. Qu'est-ce que tu as, toi? Je sais que justement, c'est un des points, le dernier point d'HealthGuard, c'est de justement redonner la propriété de la donnée au patient, et que le patient ait la capacité de dire
je souhaite partager mes données, je ne souhaite pas partager mes données, ou de choisir à qui je souhaite partager mes données. Exactement. En fait, c'est une solution qui est très granulaire en fait dans l'autorisation des accès. On peut choisir de donner l'accès à une, deux, un groupe de personnes, à un établissement si on veut, ça c'est extrêmement paramétrable, et de donner accès qu'à des petites parties et sur une donnée, enfin sur un temps donné, ça peut être une heure, ça peut être une semaine, un an, ça peut être plein de choses différentes, de temps, de durées différentes. Et le gros avantage, c'est que tous les documents sont de base chiffrés. Et en fait, même si on accède aux documents d'une manière détournée, tant qu'on n'a pas la clé de déchiffrement, en fait, on a accès qu'à quelque chose qui n'est absolument incompréhensible. C'est des caractères abscons et on ne sait pas du tout ce qu'il peut y avoir derrière. Et c'est le grand point qui permet de sécuriser et rendre la pleine propriété aux patients. C'est le fait que, de par nature, en fait, les documents sont stockés avant même sont cryptés avant même d'être stockés, avec un niveau de cryptage qui est robuste du coup. En fait, ce que je voulais pas, c'est que la confiance repose, voilà, qu'en gros, la sécurité repose sur de la confiance vis-à-vis d'une institution, vis-à-vis d'un partenaire, même de moi, parce qu'actuellement, c'est moi qui suis dessus, mais on ne sait jamais, peut-être qu'à l'avenir, si ça, dans 10, 15, 20 ans, si ça perdure, ce sera peut-être pas moi, la philosophie changera. Eh ben, je veux pas que ça dépende d'une personne ou d'un groupe de personnes, je veux que ça dépende des maths. Voilà, c'est quelque chose qui, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc, le chiffrage, le cryptage, c'est ce qu'il y a de plus robuste. Le plus robuste. Et le partage des clés se fait justement via la technologie blockchain et on accorde ou non l'accès. Et c'est comme ce ne sont que des maths, c'est-à-dire que c'est soit oui, soit non. Soit on vous accorde l'accès, vous avez accès à la clé de décryptage et vous avez accès aux données, soit vous l'avez pas et vous pouvez pas y accéder. Et on peut pas aller contre ça. Finalement, en offrant ce choix aux patients de dire oui, j'accepte de partager mes données et ou à tel groupe d'acteurs uniquement, c'est aussi redonner le pouvoir. C'est une forme aussi de ce qu'on appelle la décentralisation de la gouvernance. Tout à fait. Et donc de finalement redonner le pouvoir aux patients, aux citoyens, et lui donner le choix, tout simplement, de ce qui lui appartient. Il faut redonner à César ce qui est à César. Le patient, c'est lui qui génère les données de santé. Moi, à titre personnel, j'en ai strictement rien à faire que mes données de santé soient utilisées par plein d'acteurs parce que je suis plutôt du côté, il faut faire avancer les choses et finalement, c'est pas que mes données de santé, mais c'est des données populationnelles sur plein de personnes qui permettent de faire évoluer certaines choses. Donc, je ne suis qu'une toute petite goutte dans l'océan. Mais je comprends aussi qu'il y ait des personnes qui n'aient pas forcément envie. Et puis, si on sort un peu de l'échelle française européenne et qu'on va dans d'autres continents ou dans d'autres régions du monde, je pense à l'Afrique, je pense à l'Asie, on n'a pas aussi les mêmes problématiques. Non. Donc, c'est peut-être aussi des nouveaux moyens de pouvoir... Alors, je ne sais pas, on n'ira pas... C'est pas le but du podcast, mais il y a certainement d'autres voies pour pouvoir accélérer la prise en charge médicale de populations qui sont plus en faiblesse à ce niveau-là. Peut-être même de pouvoir rémunérer des groupes ou des populations ou des hôpitaux qui auraient besoin de trouver des nouveaux modes de rémunération par rapport à des groupes pharmaceutiques qui viendraient chercher des données. Donc c'est aussi valoriser, économiquement parlant, les données qu'on a déjà captées qui sont de qualité, parce qu'il y a de la donnée de qualité, de la donnée de mauvaise qualité, mais ceux qui ont la chance d'avoir de la donnée de bonne qualité aussi pouvoir mieux se valoriser. Exactement. Et j'imagine que si un groupe pharma qui crée un nouveau médicament a besoin de beaucoup de données sur une population type en Asie, il y a peut-être des acteurs en Asie qui ont besoin d'argent et qui ne savent pas encore comment valoriser leurs données. Et donc HealthGuard peut être tout à fait un biais pour ça. Exactement. On en a déjà discuté du coup avec l'établissement dans lequel je travaille du coup au niveau de l'institutionnel sur justement ces fameuses données que les hôpitaux génèrent, etc. HealthGuard, c'est entre guillemets un tiers de confiance qui permet du coup une sorte de passerelle qui permet de tracer l'origine de la donnée et l'accès à la donnée qui pourrait être produite justement soit par les établissements, soit par les patients, et de pouvoir entre guillemets soit la monétiser si on en a envie, soit de l'offrir justement sous couvert d'anonymat pour la science, pour tout le monde. Et en fait, c'est ce choix qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de nos données. Est-ce qu'on veut les donner? Est-ce qu'on veut les vendre? Est-ce qu'on veut les monnayer? Ou est-ce qu'on ne veut pas du tout les donner et les garder? Et c'est ça qui est extrêmement important. On dit régulièrement dans le monde dans lequel on évolue, si c'est gratuit, c'est toi le produit.
Et c'est le monde dans lequel on évolue. Souvent, on donne énormément de données sans s'en rendre compte. Et en fait, on nourrit des algorithmes, on nourrit des IA, et après, on va payer le produit final, alors qu'on a déjà nous-mêmes participé du coup à la fabrication du produit. Et les données de santé, c'est les données qu'on a de plus précieux. C'est des histoires de vie, c'est des parcours de vie, ça raconte tout ce qu'on a vécu, ça raconte nos fragilités, etc. C'est les données les plus précieuses qu'on a en fait. Et donc, faut en prendre soin et il faut les gérer correctement. Comment ça se passe du coup pour toi dans ton hôpital aujourd'hui? Ton objectif, c'est de mettre en place ça, j'imagine, au sein de tes services, Oui. dans un premier temps, de tester. Comment ils accueillent un petit peu ce projet-là dans les hôpitaux avec qui tu collabores? Eh ben alors, c'est quelque chose qui est pas toujours facile déjà à expliquer. Déjà, ça c'est important, il faut expliquer le constat, tout le monde l'a. Le partage des données, etc. Pas simple, tout le monde se heurte aux mêmes choses. La transmission d'informations, que ce soit dans un service, entre hôpitaux, c'est toujours le même problème. Hein. C'est très compliqué. Et donc de pouvoir avoir accès à ça, tout le monde est là-dessus, il n'y a pas de débat. C'est après d'expliquer un peu le fonctionnement, comment ça fonctionne. C'est externalisé au centre. C'est pas la même chose. Enfin, c'est pas sous gouvernance institutionnelle. Donc il y a déjà un petit peu cette chose-là à essayer de remettre dans les esprits de tout le monde et à rassurer un peu tout le monde. Et une fois qu'on a fait un petit peu ce travail de vulgarisation et d'intérêt du coup de passer à la décentralisation du coup des données et de la sécurisation des accès, bah, tout de suite on enlève les verrous et on comprend tout de suite l'intérêt des choses. On parle même des fois de choses qui sont totalement en dehors de ce que j'avais prévu, de traçabilité, de tokenisation des publications par exemple. C'est un sujet qu'on a déjà discuté, notamment les hôpitaux font des publications et une fois qu'on a publié, eh ben, les résultats, quand on les réutilise, ben, finalement on n'est plus... On gagne rien, on paye pour publier, mais une fois qu'on a fait ça, l'hôpital ne gagne rien. Donc de tokeniser par exemple les publications, c'est une chose qui peut être envisageable. Et donc du coup c'est plutôt bien vu sur la transmission d'informations entre services, entre établissements, au sein même des qu'on appelle les GHT, les groupes homogènes, enfin les groupes les territoriaux là d'hôpitaux qui sont sur un même territoire, de partager les informations. Tout ça c'est le bienvenu. Donc en général quand j'en parle c'est plutôt bien accueilli. Okay. J'ai jamais de réticence sur la technologie ou autre. C'est vraiment c'est plus la temporalité, comment tu vas réussir à mettre ça en place, comment tu fais en même temps avec ton travail, plus le reste. C'est plus là en fait les questions, c'est comment tu fais pour faire ça. Je dis je dors pas, comme ça du coup c'est réglé. Mais c'est plus ces questions-là en fait qui interviennent plus que vraiment le produit. Ouais, je comprends bien. Comment tu imagines du coup, quelles seraient les limites un petit peu à Healthguard aujourd'hui, d'un point de vue technologique, d'un point de vue justement humain, puisque là c'est un petit peu de l'humain finalement, de se dire, se poser des questions, attends, comment tu peux entreprendre alors que tu es déjà pharmacien à l'hôpital, est-ce que tu as le temps, est-ce que tu vas vraiment réussir à aller à la fin de ton projet? J'ai envie de dire, c'est même pas une question qu'on pose, quoi. C'est vas-y, just do it et fonce. Mais bon, ça c'est comme ça. C'est quoi du coup, effectivement, un petit peu le panel de ces limites que tu ressens dans ton projet aujourd'hui? Alors, la limite que je ressens dans mon projet, la première, elle est institutionnelle. Clairement, c'est en France, en Europe, on n'a pas la même mentalité qu'on peut avoir dans des pays type anglo-saxons ou en Afrique, parce que j'ai déjà sondé dans d'autres pays, sur d'autres continents, notamment au Maroc par exemple. On n'a pas la même philosophie, ils reçoivent pas cette technologie-là ou cette proposition de la même manière. Ils sont plutôt à se dire intéressant, parce que du coup ça permet d'avoir quelque chose qui n'est pas institutionnalisé. Donc du coup on a une plus grande confiance dans certains pays, le fait d'être non institutionnalisé, c'est une meilleure confiance justement dans les choses. Aux US, tu peux connecter ChatGPT à ton dossier médical du gouvernement. Tout à fait. Donc on n'a pas les mêmes freins et leviers. En France, c'est très sécurisé, c'est une très bonne chose. Mais c'est aussi un énorme frein parce qu'on reste des fois arc-bouté sur justement le principe de la centralisation. Toutes les personnes à qui j'ai parlé, y compris des personnes qui sont vraiment très bien placées dans l'innovation d'un point de vue institutionnel, disent, je me rappelle très bien la personne à qui j'en ai parlé, elle m'a dit, franchement, ce que tu proposes, ça fait des années que j'en parle, je te soutiens à 100%. Malheureusement, officiellement, je ne pourrais pas parce qu'on n'a pas pris le même chemin officiellement. Donc ça c'est un des freins que je ressens le plus, c'est le côté... On va dans le mur, mais c'est pas grave, on a décidé d'y aller, on continue. Et c'est un peu le gros problème institutionnel, c'est le gros frein, c'est le frein institutionnel. C'est pour ça que je veux axer le projet d'un côté
patient. Vraiment, c'est vraiment le point le plus important. C'est le côté institutionnel, ça arrivera en fait par le cas d'usage. Les professionnels vont se rendre compte que j'ai accès à quelque chose sans forcément... ça ne nécessite pas beaucoup d'énergie, c'est mieux que ce qui se trouve actuellement et ils y trouveront leur intérêt. Et par contre, le patient, lui, clairement, là, actuellement, on ne lui offre pas les choses correctement. Donc c'est vraiment le plus gros frein, c'est le frein institutionnel. Le temps, on arrive, on le trouve, on le grappille à droite à gauche. Puis quand on a envie, quand on est motivé, ça fait plus de 2 ans maintenant que je suis dessus. Si j'avais pas envie, j'aurais laissé à tomber depuis longtemps quand même. Ouais. Non, c'est vraiment le frein institutionnel le plus important. Tu as une anecdote forte ou quelque chose qui te permet de... Voilà, tu t'es dit, soit grâce à ton projet, il y a eu quelque chose qui s'est passé de positif pour un patient, ou peut-être justement une anecdote qui t'a permis de comprendre qu'il fallait que tu te lances dans ce projet-là. Eh ben, j'en ai plusieurs, j'en ai au moins 2. Alors la première, je dirais que c'était en avoir discuté avec un clinicien, parler de ses consultes. Mais je ne lui ai même pas parlé du tout de mon projet. Hein. J'ai parlé des consultes avec lui, qu'il a des consultes extrêmement chargées, et il me sort, franchement, j'en peux plus. Sur mes 4 heures de consulte, j'ai dû passer 1 heure et demie à récupérer la biologie d'un tel, parce qu'en fait, c'est envoyé par mail, mais nos mails, après, ils sont crachés, donc on les avait plus. Le patient qui me dit, je lui demande son imagerie, il me dit, ah oui, pas de souci, voilà l'imagerie, il me donne le CD, mais le problème, le CD, j'ai pas le compte rendu, j'ai pas ce qu'il faut pour lire le CD. Et il me dit, voilà, pendant 1 heure et demie, sur 2 patients sur 3, il me manquait quelque chose, quoi. Et je me suis dit, finalement, si j'avais eu ma solution, elle avait été utilisée par les patients, et il n'aurait pas perdu ce temps-là. Et 1 heure et demie, 2 heures de temps de consulte pour un professionnel, c'est quand même monstrueusement trop important, quoi. Deuxième Je pense que tu peux rapprocher un peu ton micro. Pas de souci. Parce que si c'est trop loin... Deuxième cas de figure, c'est que c'est plus personnel. C'est que je me suis retrouvé un coup à emmener mon petit se faire opérer. Donc j'ai 4 enfants, donc c'est pas toujours facile en termes d'organisation. Donc on a ma conjointe en gérait 3, surtout les deux plus petits. Moi, je gérais lui pour se faire opérer, etc. Donc j'arrive, on avait mis tous les documents sur une plateforme qui normalement est censée communiquer avec plein de gens, plein d'établissements. Donc on donne tous les documents, on signe tout, on arrive sur place, on dit du coup c'est bon, tout c'est bien, on a tout ce qu'il faut. Et l'infirmière arrive, me dit il nous manque l'autorisation d'opérer. Je dis on l'a mis sur la plateforme Trucmuche. Et ils me disent ah ouais mais en fait c'est bien mais les médecins y ont accès mais nous on n'y a pas accès. Je dis d'accord, donc on fait comment sans ça on peut pas opérer. Ah ok. Donc du coup je dis c'est pas grave, je vous le reprends, je vous le signe. Ah ouais mais il nous faut les 2 signatures, comme c'est un mineur il faut la signature des 2 parents. Donc comme ma conjointe était à un autre endroit en train d'occuper avec les autres, le déposer à l'école, etc. Donc du coup il y a eu un retard, et je me suis dit une fois de plus, si j'avais eu le document factualisé à ma disposition, j'aurais pu le donner. Mais là une fois qu'on l'avait fait en ligne, signé en ligne, nous on n'avait plus le document, on l'avait plus sur nous et on pouvait pas leur donner directement. Donc il y a plein de cas de figure comme ça où... donc traçabilité du document et conformité du document pour que la personne elle puisse dire oui je le prends, dans tous les cas je sais qu'il est conforme. Exactement. Ouais. Ok, ton projet résonne beaucoup parce qu'effectivement moi j'ai eu ma mère qui était en fin de vie et j'ai vu des erreurs médicales à cause d'un manque de centralisation aussi. Et c'est vrai que quelques jours avant qu'elle décède, il cherchait depuis 4 semaines une molécule pour... sa maladie. Et 4 ans auparavant, elle était venue déjà au même hôpital, dans le même service, la chambre juste à côté, pour les mêmes raisons. Et 2 jours avant son décès, le médecin me dit on va essayer telle molécule. Et quand il me dit le nom de la molécule, je me souviens. Et parce que moi, j'avais pas du tout de chèque. Je fais confiance au médecin, si tu veux. Et quand ils me disent le nom de la molécule, je me dis mais ce médicament, elle l'a eu il y a 4 ans, elle était venue au même endroit, au même service, même raison, et c'est ce qui lui a permis de s'en sortir. Et là, j'ai vu dans ses yeux, il y a eu un stop, ses pupilles se sont un peu écartées, j'ai vu. Et il m'a dit, ah bon, elle était là il y a 4 ans, elle est venue pour la même chose. Je dis, oui, elle était là. Et la discussion s'est arrêtée là, si tu veux, dans un silence, on s'est compris, quoi. Ouais. Elle était malade, elle était déjà en fin de vie, je ne dis pas qu'elle s'en serait sortie, peut-être qu'elle aurait vécu un peu plus, un peu mieux longtemps, j'en sais rien. J'en ai aucune idée, mais effectivement, c'est à ce moment-là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose à faire et que le projet MyTwin a démarré par ces mauvaises expériences. Et donc c'est vrai que quand moi j'ai découvert aussi que toi, tu te lançais dans ce sujet de la centralisation de ton données, je me suis dit, oui, forcément, il faut se rencontrer.
Et ça, c'est mon cas et tes histoires, c'est quotidien. C'est quotidien, c'est ça. C'est quotidien dans les hôpitaux, parce que souvent, quand je raconte l'histoire à des amis ou autres, ils me disent « Ah, c'est incroyable, c'est dingue, etc. » Je dis « Non, mais en fait, c'est des millions de patients tous les jours à qui il arrive soit une petite erreur médicale, soit une grosse erreur médicale avec des conséquences. Alors, c'est pas forcément le décès, mais ça peut avoir des conséquences Tout à fait. qui impactent gravement la vie du patient ensuite. » C'est souvent des petites erreurs médicales. En fait, il y en a plein. Je travaille là, pour le coup dans la gestion des risques et dans la qualité. Et clairement, en fait, c'est des erreurs ou des incidents qui auraient pu conduire vraiment à un accident. Il y en a plein, en fait. Et souvent, elles sont arrêtées parce qu'on a des garde-fous à droite à gauche. Mais souvent, c'est quand les trous du gruyère s'alignent, et ben, on passe tout debout. Et là, les conséquences, elles peuvent être infimes. On se dit, ouf, on est passé à côté du drame. Et parfois, ça peut être le drame. Ouais, donc, c'est... Souvent, je pense à ces histoires qu'on entend tous, les opérations où on se trompe d'organe. Oui. Parce qu'en fait, on s'est trompé de dossier patient, ou on s'est trompé, on a mal lu l'imagerie médicale, il y a eu un mauvais transfert d'informations. Enfin, c'est des erreurs bêtes, quoi, en fait. Ah, c'est très souvent des erreurs bêtes, ouais, tout à fait. C'est rarement de la défaillance volontaire ou une erreur de compétence, etc. C'est souvent des petites erreurs bêtes, et aussi parce que le système de santé est sous pression et que justement on perd énormément de temps à chercher nos informations à droite à gauche. Il faut se rendre compte que, pour en avoir discuté avec un médecin, il me disait, je trouvais ça assez extraordinaire, c'est que dans le temps où justement tu en parlais au tout début, à l'époque où le médecin avait tout dans un dossier sous le bras, le traitement administratif, donc tout ce qui était documents, etc., ça leur représentait à peu près 16 ou 17% de leur temps, travail administratif. Et depuis qu'on a l'informatique et tous nos systèmes, etc., c'est 24. Donc autant dire qu'ils passent plus de temps à faire de l'administratif alors que ça devrait être beaucoup plus simple. Ouais. Ils en perdent plus. Et c'est ça qui ne va pas, en fait. Et c'est souvent ça qui est à l'origine de burn-out chez les professionnels, ou de manque de temps. Passer du temps à tracer, à faire des choses, c'est du temps qu'on n'a pas auprès du patient, qu'on n'a pas à faire une deuxième vérification d'un calcul. Et c'est là où souvent les erreurs arrivent, quoi. Ouais, au-delà des erreurs, c'est effectivement aussi redonner de la qualité dans le temps de pratique du médecin, qui peut redonner du temps humain. Parce qu'il va avoir plus de temps pour regarder son patient dans les yeux et essayer de comprendre et de lui expliquer de manière pédagogique qu'est-ce qui lui arrive, quoi. C'est ça. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage, et aussi pour ta démarche, ce projet-là. J'espère qu'il va voir le jour. Alors, je ne sais pas quand les gens verront le podcast, mais peut-être qu'entre-temps, ce sera déjà en ligne, et peut-être que j'espère que nous, on pourra l'utiliser. Et puis bon courage. Merci Sébastien. Merci beaucoup Ruben, en tout cas pour cette opportunité. Je te remercie. Et puis je pense que on a moyen d'être tout à fait complémentaires. Donc la philosophie, on a à peu près la même, donc c'est une très bonne chose. On est alignés. Ouais, exactement. Merci. Merci à toi.